Bonjour à tous, et donc voici la correction de l'exercice 1 de ma précédente vidéo qui, je le rappelle, porte sur le thème mécanique quantique, dualité, ondes, particules. Avant de corriger l'exercice, j'aimerais faire une petite fiche technique, on va dire, de l'exercice. Alors, il provient d'un bac scientifique de Nouvelle-Calédonie tombé en 2014. Il est plutôt facile et même assez court. Les connaissances à savoir pour la réalisation de cet exercice sont les propriétés du laser, donc vu en cours, savoir situer le domaine visible et ses limites, placer l'infrarouge et l'ultraviolet. Si je vous dis par exemple 300 nanomètres, vous devez savoir à quoi cela appartient. Il y a aussi la formule lambda est égal à C sur nu, et la formule du cours delta E est égal à H, la constante de Planck, fois nu, un relié avec votre cours sur les niveaux d'énergie. Si vous n'avez pas vu les deux exercices proposés, allez voir la dernière vidéo. Je rappelle ici aussi l'énoncé de l'exercice. Pour progresser, il vaut mieux que vous l'ayez réalisé. Mettez sur pause avant que je ne passe à la correction. Corrigeons maintenant la question 1. C'est vraiment du cours et le texte pouvait vous aider à retrouver les propriétés du laser. Il fallait mettre deux réponses parmi les quatre suivantes. La lumière est monochromatique. On vous donnait d'ailleurs la longueur d'onde, 1067 nanomètres. Le faisceau est très directif, ça veut dire qu'il se propage dans une direction privilégiée. Ici, nous avions une irradiance très grande. Et enfin, ce laser permet une concentration temporelle de l'énergie. Le laser est dit pulsé. Il envoie de l'énergie pendant une durée très brève, donc 5 nanosecondes. Donc, question de cours, pas besoin que je m'attarde dessus. La question suivante nous demandait si le laser émettait de la lumière visible. Je le rappelle, le domaine visible va de 400 à 800 nanomètres. Je dis bien nanomètres, parfois on voit micromètres ou autre. Donc on voit les rayonnements entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Le texte nous disait que celui du laser Chemcam émet à 1067 nanomètres. C'est plus grand que 800 nanomètres. Pour ceux qui sont plus visuels, voici le spectre du domaine visible avec les longueurs d'onde. La bande bleue au milieu est le domaine visible et 1067 se situerait par là, donc dans le domaine infrarouge. On répond, d'après le document 1, le laser émet un rayonnement de longueur d'onde égal à 1067 nanomètres, donc supérieur à 800 nanomètres. Il s'agit donc d'un rayonnement infrarouge et non pas de la lumière visible, tout simplement. Question suivante, le laser a-t-il une irradiance suffisante pour créer un plasma ? On nous dit que l'irradiance doit être supérieure à 1 gigawatt par centimètre carré afin de créer du plasma. Mais c'est quoi l'irradiance ? Le texte nous dit que c'est la puissance par unité de surface. Donc si l'irradiance est I, la puissance P est la surface A, on a I est égal à P divisé par A. On nous donne d'ailleurs une unité, gigawatt par centimètre carré. L'irradiance, c'est simple à comprendre. Vous verrez, on vous parlera souvent d'irradiance solaire totale par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simplement la quantité d'énergie radiative venant du Soleil qui arrive sur une surface de 1 mètre carré au sommet de l'atmosphère. C'est utilisé pour étudier le Soleil et les cycles d'activité magnétique, par exemple. Donc, on a une puissance, l'énergie radiative du Soleil, se mesure en watts, divisée par une surface, ici le mètre carré au sommet de l'atmosphère. Voici l'irradiance solaire totale. Un exemple plus parlant, donc vous connaissez la loupe qui concentre les rayons lumineux pour augmenter la chaleur ? Eh bien, c'est ça. On a une certaine irradiance qui arrive, I est égal à P divisé par A. On fait passer les rayons à travers la loupe et on va modifier l'irradiance. La puissance reste la même, mais la surface A va être grandement diminuée. On aura donc une irradiance plus élevée car le dénominateur sera plus faible. Ce qui explique qu'on puisse avoir parfois du feu avec cette technique. On va calculer d'une part la puissance et d'autre part l'unité de surface. Alors, la puissance, votre cours vous dit qu'elle est égale à l'énergie divisée par la durée d'émission. Le texte nous dit que E est égal à 15 millijoules, ce qui nous fait 15 fois 10 puissance moins 3 joules. Je porte votre attention sur l'importance des unités. Ce sont souvent des erreurs qui reviennent et des oublis de conversion, et en physique c'est bien plus fréquent qu'en maths. Pour ce qui est de la durée, le texte nous le donne, donc c'est 5 nanosecondes, et là encore on convertit, donc 5 fois 10 puissance moins 9 secondes. L'unité de surface maintenant c'est un disque pour le faisceau. Donc l'air elle vaut pi fois r au carré. Le texte nous donne que le diamètre, donc on va faire d divisé par 2 au carré. Et là, très important, le texte nous a parlé de gigawatts par centimètre carré. Alors je vais convertir mon diamètre en centimètre carré et non en mètres. Ça m'évitera de faire des conversions tordues à la fin. Donc
on a D est égal à 350 micromètres. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Centimètre, c'est 10 puissance 2 mètres. Donc on a 350 fois 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 2 centimètres. On peut calculer maintenant donc ma puissance au numérateur, ma surface au dénominateur, et avec la calculatrice, on trouve 3 fois 10 puissance 9 watts par centimètre carré. On utilise le préfixe giga, donc 3 gigawatts par centimètre carré. Je le rappelle, giga c'est 10 puissance 9. Et donc là, la deuxième erreur fréquente, ce sont les chiffres significatifs. On doit prendre la valeur qui a le plus petit nombre de chiffres. Ici, ça va être la durée, car on a 5 nanosecondes. On n'a qu'un seul chiffre. Donc le résultat doit aussi en avoir qu'un seul. Donc, en résumé, on a I égale 3, ce qui est supérieur à 1 gigawatt par centimètre carré. Et on fait une phrase de conclusion à nos calculs où on reprend l'énoncé. Je précise que sans cette phrase, on ne répondrait pas à la question et donc on n'aurait pas tous les points. Donc faites bien une phrase à la fin de tous vos calculs. L'irradiance est bien supérieure à 1 gigawatt par centimètre carré. Les caractéristiques du laser Chemcam permettent donc bien d'obtenir une irradiance suffisante pour créer des plasmas. On va passer donc maintenant à la partie 2. Question 2.1. Justifier pourquoi deux atomes différents ne donnent pas le même spectre d'émission. À nouveau du cours. Donc, on sait que l'émission spontanée est quantifiée. On dit aussi que l'énergie d'un atome est quantifiée. Ça veut dire que si je prends un diagramme avec les niveaux d'énergie, quand une particule passe un niveau d'énergie, elle doit nécessairement passer à un certain rang. Elle ne peut pas passer entre ceux-là comme le montre l'endroit de la croix. Elle devrait être là. Un peu comme quand vous montez à l'échelle, vous devez poser le pied sur un barreau. Même si vous en sautez un, votre pied finira sur un barreau. Ici c'est la même chose, les particules finiront tous sur un niveau d'énergie. Mais chaque atome a des niveaux d'énergie qui lui sont propres. Si votre échelle a des barreaux espacés de 10 cm, votre voisin en aura sans doute une espacée de 20 cm par exemple. Donc les niveaux d'énergie sont uniques pour chaque atome. On dira d'ailleurs que les spectres avec les RS sont un peu la pièce d'identité de l'atome. La désexcitation spontanée s'accompagne de l'émission d'un photon. Donc, si une particule passe au niveau d'énergie inférieur, elle émettra un photon, donc de la lumière. Mais comme on a dit que les niveaux d'énergie étaient différents pour chaque atome, le photon aura une longueur d'onde différente lui aussi, selon le saut d'énergie que la particule a fait. Ils n'auront donc pas le même spectre d'émission. Voilà, c'était un peu de cours, mais bon, ça fait pas de mal. Donc, avant-dernière question, maintenant, on doit identifier la transition énergétique à l'arrêt de longueur d'onde 423 nanomètres. En d'autres termes, on doit savoir quel saut a fait notre particule pour émettre un photon à 423 nanomètres. On va se servir des données de l'énoncé et de la formule du cours qui croise toutes ces données. Delta E est égal à H, la constante de Planck, fois C, la célérité de la lumière, divisé par lambda, la longueur d'onde qu'on cherche. On aura ainsi l'écart d'énergie que la molécule a fait. Eh bien, on remplace tout simplement. Attention simplement à convertir les nanomètres en mètres. Donc, on obtient 4,7 fois 10 puissance moins 19 joules. Et on n'a pas terminé, puisqu'il faut maintenant regarder le diagramme du document 2 et chercher on est passé de quelle ligne à quelle ligne pour trouver 4,7 fois 10 puissance moins 19. Sauf que sur le diagramme, ils expriment ça en électrovolts. Il faut donc qu'on convertisse, et on va se servir une nouvelle fois des données. On dit que 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules, c'est 1 électronvolt. Il suffit ensuite de faire un produit en croix. 1 fois 4,7 fois 10 puissance moins 19 divisé par 1,602 fois 10 puissance moins 19. Et on trouve 2,94. Notre delta E, notre saut, vaut 2,94 électrovolts. Donc, une émission de 423 nanomètres correspond à une transition de 2,94 électrovolts. On va donc tester tous les sauts possibles sur le diagramme pour en trouver un qui fasse 2,94. On essaye et on remarque que si on passe du niveau d'énergie 2,94 à celui 0,0, on trouve 2,94. Je vais donner des noms à ces lignes pour y voir un peu plus clair. Donc, notre delta E, il pourrait s'écrire comme la soustraction de E3 et de E1. Le passage du troisième niveau à celui dit fondamental, le premier. Et donc c'est ce qu'on va écrire juste après. Petite attention, une transition c'est un nombre exact. Donc c'est mon histoire d'échelle et de barreaux. Si vous aviez trouvé 2,95, on n'aurait pas pu arrondir ou dire que c'est proche de 2,94. Non, on doit tomber pile poil. Donc voilà, donc c'est égal à une transition énergétique du troisième niveau à celui dit fondamental.
Enfin, dernière question, on nous demandait si l'analyseur fonctionnait correctement. Donc, vérifier s'il fonctionne correctement, c'est retrouver les longueurs d'onde des raies d'émission. La roche contient des ions calcium. Le document 3 nous donne les raies d'émission du calcium. Donc, dans le document 4, logiquement, on devrait voir du mouvement aux longueurs d'onde dites dans le document 3. Sinon, c'est qu'on nous a menti et qu'il n'y a pas de calcium dans la roche. Non, je dis ça en plaisantant, mais c'est important d'aller dans le sens des questions. C'est fréquent en physique, on vous guide énormément. Si on vous demande est-ce que c'est bien telle quantité et que vous en trouvez une autre, c'est que vous êtes sûrement trompé quelque part. Donc voilà, revenons. On devra trouver des signaux aux longueurs d'onde 394, 397, 423, etc. jusqu'à 446. Donc, en cherchant un peu, on trouve que c'est égal à C, D, E, J, K et L. Ensuite, il suffit juste de les répertorier dans un tableau, dire que 394 nanomètres c'est le signal C, 397 c'est le signal D, etc. On finit encore par une phrase, donc toujours pour conclure, on retrouve les longueurs d'onde, donc l'analyseur fonctionne correctement. Et donc voilà qui termine la correction. Donc voilà, le chapitre mécanique quantique et dualité onde-particule est plutôt axé sur du court, assez peu de calculs ou autres expériences. Donc la clé c'est vraiment d'apprendre bien son cours, d'apprendre les formules, delta E est égal à H fois C divisé par lambda, connaître les limites du domaine visible, etc. Et normalement, un exercice là-dessus devrait être assez simple. Moi, je vous laisse là et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!